Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 3 novembre, le paradoxe de Pinay. Alors que des travaux sont en cours au centre de la commune, ils évitent la circulation intensive des camions par le centre-ville. Mais les commerçants en font les frais avec une baisse importante de leur fréquentation. Reportage dans ce journal. Un salon des loisirs créatifs à Troyes, c'est une première au Parc des Expos, ouvert aujourd'hui. Il refermera ses portes dimanche, dédié à une pratique qui se répand. Il vous donnera astuces et conseils pour exceller, notamment dans l'art du scrapbooking et de la décoration maison. Et puis à 2 jours de la 6e édition du salon de la BD à Saint-Part-au-Tertre, Saint-Part-au-Livre, portrait d'un dessinateur au bois de talent. Steph a 41 ans. Cet aquarelliste vient de sortir une BD sur le compositeur Tchaïkovski. Il nous a ouvert les portes de son atelier. Mais d'abord, on commence par l'actualité sociale avec la liquidation d'un titre historique de la presse spécialisée dans les petites annonces. La société éditrice du journal Paru Vendu a été fermée ce matin par décision du tribunal de commerce de Lyon. Conséquence, 1650 salariés perdent leur emploi partout en France. Dans l'Aube, à la Chapelle-Saint-Luc, les salariés du centre d'appel Paru Vendu, filiale du groupe Ersan, ont manifesté en début d'après-midi. Avant d'être reçus en préfecture, 80 personnes vont perdre leur emploi. Elles ont dénoncé les conditions de cette fermeture, dues en partie à l'essor des annonces sur Internet. À Plancy-l'Abbaye, retour à la case départ sans passer par la banque. Les 51 salariés de Sodi Médical ont reçu ce matin une mauvaise nouvelle. La société mère Lohmann & Rocher, un groupe allemand, leur a annoncé par le biais d'un mail à l'inspection du travail qu'elles ne pourraient pas verser leur salaire d'octobre et des mois suivants. Mais la mobilisation, même à bout de souffle, va continuer. Tout le monde se battra jusqu'au bout. Reportage à Plancy, Christian Vira. Les salariés de Sodi Médical n'auront pas de salaire pour le mois d'octobre et ceux à venir. L'email de la direction annonçant cette décision tient en 4 lignes. Il a été envoyé ce matin et contredit les jugements en justice qui obligent le groupe auquel appartient Sodi Médical à rétribuer ses salariés. Écoutez, on est en colère. On est en colère parce qu'ils étaient condamnés. Alors on a été condamné à payer. Donc, et puis ça va encore mettre tout le monde dans la galère. Ils se moquent de nous en fait. Ce qu'ils voulaient, c'était voilà, fermer. Point. Là, vous avez le sentiment qu'ils vont y arriver? Non. Non. Parce qu'on ne les laissera pas faire. Depuis le 27 avril, ici, l'atelier est à l'arrêt. La liquidation a été annulée, l'entreprise existe mais ne génère pas d'activité. Oh bah, elle sert toujours la pointeuse. Elle sert toujours parce qu'on pointe tous les jours, on pointe le matin et on partant à 15h10. Et vous êtes combien à faire ça? On est 52 à faire ça. Les salariés, eux, continuent donc à venir. Leur activité consiste à trouver des idées pour s'occuper. On fait ce qu'on peut, on attend qu'on nous apporte du travail. Donc y en a qui jouent aux cartes, d'autres qui tricotent. Enfin, on est présente 7 heures par jour à attendre du travail. Et c'est long, très très long. Chacun fait ses hobbies en fait. Donc il y en a c'est le tricot, d'autres qui jouent à la belote, d'autres qui lisent. Enfin voilà, on s'occupe pour essayer de meubler un peu les journées. Les salariés nourrissaient l'espoir de toucher leur salaire suite à leur précédente victoire en justice. Mais là, ils sentent que le jeu du bras de fer reprend. Il y a des hauts et des bas quand même. Mais encore, l'hiver, on va être triste. Donc vous avez fait combien de jeux là ce matin? Moi j'en ai fait une dizaine. Et ça fait quoi? Je pense à rien pour l'instant. Ça fait marcher le... Et puis le temps passe plus vite. Une lutte contre le temps. Et comme ils disent, de toute façon, il n'y a pas de travail. Du coup, les salariés ont contacté un huissier pour constater les faits et s'apprêtent à nouveau à pointer demain. Et notez qu'une nouvelle audience est prévue devant la cour d'appel de Reims lundi prochain. À direction Pinay à présent avec des travaux qui paralysent le centre-ville depuis plus de 2 mois maintenant pour refaire la chaussée et du coup changer les canalisations dans cette commune de 1300 âmes. Si les habitants soufflent avec une circulation presque nulle, les commerçants, eux, ne décolèrent pas. Ils voient leur chiffre d'affaires baisser, un paradoxe alors qu'une rocade était pourtant demandée par tous. Le reportage de Cyril Tavernet.
Ces 2 kilomètres de la route principale de Pinay, la D960, sont en chantier depuis le 20 août. Ces travaux de réfection s'élèvent à 1 600 000 €, financés à 80% par la commune. Selon le maire, la fréquence de trafic de cette avenue est de 8 000 véhicules par jour, dont 2 000 poids lourds. Depuis 25 ans, aucune réhabilitation n'avait été entreprise et après une demande de déviation auprès du Conseil général qui n'est pas à l'ordre du jour, la commune a décidé de se lancer. Dans la mesure où on n'aura pas de déviation, on aura toujours le trafic. Et compte tenu du trafic, on est obligé de sécuriser la traversée pour éviter des accidents. Sécuriser, ça veut dire déjà faire ralentir les véhicules, notamment les poids lourds. Donc il va y avoir des chicanes d'entrée de village de chaque côté. Et puis ensuite, des passages surélevés longs et doux pour atténuer le bruit des poids lourds et des essieux de poids lourds, mais surtout pour amener les véhicules à 30 km/h dans la traversée de Pinay. Le but étant clair par rapport à la commune, c'est de décourager les gens qui sont en transit de continuer de passer par notre commune, qui prennent plutôt les grands axes de déviation. Mais problème à cause des travaux, le trafic est dévié. Pinay est en quelque sorte coupé du monde. La dizaine de commerces du centre-ville n'est plus fréquentée. Leurs chiffres d'affaires font comme neige au soleil. Les clients en ce moment, je reçois des coups de téléphone tous les dimanches matins pour me demander par où il faut passer pour arriver à Pinay. On perd environ entre 800 et 1 000 € par jour. Il se passe que j'ai plus du tout la clientèle de passage, donc j'ai toujours les locaux, mais plus de passage, donc c'est une grosse perte pour moi. Autre angoisse de ces commerçants, les travaux de la deuxième tranche de mars à novembre 2012. Un chantier au pied de leur commerce, ici dans cette partie de la rue. Ils craignent de fermer boutique. Très angoissée, j'ai mis mon employé au chômage technique qui ne travaille plus que 5 heures par semaine. Et l'année prochaine, c'est chômage total. C'est déjà prévu. Ah oui, elle sera au Pôle emploi l'année prochaine. À partir du mois de mars, où ils vont être là 6 mois devant chez nous, je vous assure qu'on a peur d'être obligé de fermer carrément notre commerce. Le maire avoue être au courant de tous ces problèmes. Il assure que pendant la durée du chantier de la deuxième tranche, les commerces seront accessibles à pied. Son souhait que les travaux avancent sans retard, voire peut-être gagner 15 jours sur la date de clôture, à savoir dans un an. À propos de circulation routière, la préfecture a dressé le bilan des opérations de contrôle routier ce week-end de la Toussaint, dans le Nogentais notamment. Un bilan jugé satisfaisant, pas d'accidents mortels ni graves pendant ces 4 jours. Mais policiers et gendarmes ont procédé à 20 rétentions administratives de permis de conduire d'une durée de 2 à 6 mois, dont 12 pour des faits d'excès de vitesse, 8 pour alcool au volant. Une opération similaire sera organisée pour le week-end du 11 novembre. C'est une nouvelle facette du Cube à Troyes, le salon des loisirs créatifs très attendu. Il constitue une innovation cette année et a ouvert ses portes ce matin dans la mouvance d'un phénomène national, la passion pour la déco et d'une manière générale les petits objets d'art ou les cadeaux faits main, faciles à réaliser. Encore faut-il trouver les matériaux et les idées. Et c'est tout l'objet de ce salon que Jonathan Boisset a arpenté pour nous ce matin. Faire de la peinture sur verre ou encore fabriquer soi-même ses cartes de vœux, c'est ce que l'on peut apprendre au Salon des loisirs créatifs. À travers ce terme se cache une multitude d'activités consistant à décorer soi-même ses objets. Là, je suis en train de faire une carte de Noël, voilà, une carte de joyeux Noël. J'en profite du salon pour m'essayer à ça, quoi. Voilà. Surtout des idées pour les activités manuelles et puis on trouve plein de choses, donc c'est vrai que c'est super. Je vais finir une carte ici, et avec le support comme ceci. Je vais mettre au milieu de ma carte et ça peut faire une carte d'invitation. On leur vend des choses pour faire le rond, le papier, les perforatrices, vous voyez, tout ce qu'il faut pour faire cette carte. C'est possible de l'avoir ou à l'unité ou en lot. De nombreux stands proposent des activités comme ici, la peinture sur verre. Je fais du scrapbooking, je fais de l'encadrement, je fais beaucoup de choses manuelles et c'était une activité que j'avais vue sur Reims et Paris, mais c'était tellement saturé que je profite que je suis à Troyes pour pouvoir
le faire ici. Là, au niveau du salon, on n'a pas le temps d'apprendre à tout peindre. Donc on leur fait coller une technique traditionnelle de serviette en papier. Mais derrière la serviette en papier, il y a 7 étapes. Le but à l'arrivée est de faire un trompe-l'œil d'artiste peintre, que l'œil ne voit plus la différence entre la partie qui est collée et la partie qui est peinte. Un phénomène à la mode, le scrapbooking. Cela consiste à se créer un album photo personnalisé ou encore à décorer ses objets de bureau. Au cours des 10 dernières années, le marché des loisirs créatifs a augmenté de 9,5%. C'est un secteur qui est très tendance. De nombreux salons se développent sur la France. Et puis il y avait vraiment un potentiel et une clientèle possible sur le département via les grandes enseignes, via de plus petites boutiques. Et puis un engouement qui se voit également par le nombre d'associations en termes de loisirs créatifs. Ce salon est le premier dans le département. Il fermera ses portes dimanche soir. Voilà, le salon est ouvert de 10h à 19h. L'entrée est fixée à 5,50 €. Renseignement 3-expo.com. Lui, il ne peint pas sur du verre, mais sur du papier. Il a réalisé le dessin de l'affiche de la 6e édition de Saint-Parent-au-Livre et sera sans doute l'une des vedettes du salon ce week-end. Le dessinateur aubois Steph, il vient de publier une bande dessinée intitulée Tchaïkovski, consacrée à la vie de ce compositeur russe. Il exposera d'ailleurs les aquarelles qui composent ses planches, des dessins superbes, travaillés comme des tableaux, une œuvre remarquable qui a nécessité 2 ans de travail. Rencontre signée Annabelle Millet et Christian Vira. Une BD sans ordinateur. L'auteur Steph a choisi le pinceau comme outil de création. Le travail sur cette bande dessinée était un peu particulier parce que je n'ai pas travaillé en planche comme on fait habituellement, mais j'ai travaillé les dessins séparément. Et donc chaque vignette était réalisée comme un petit tableau, d'abord dessin en crayon, puis aquarelle directe sans aucun trait de contour. Et donc technique assez risquée, il faut l'avouer. Comme au cinéma, chaque cadrage de cette BD a été défini par avance dans un storyboard consacré au compositeur Tchaïkovski. Tout de suite, ça a tilté en moi. J'ai eu envie de faire une bande dessinée sur Tchaïkovski, un compositeur que j'écoute depuis que j'ai 14 ans. Donc c'est une vieille histoire. L'aquarelle, la bande dessinée et la musique. 3 choses qu'on pouvait réunir dans ce projet, donc c'est ça qui m'a intéressé. Exigeant, Steph l'est depuis ses premiers coups de crayon à 14 ans. Ici, l'auteur s'est plongé dans la Russie du 19e siècle. Il fallait vraiment trouver le ton juste. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un à Épinal qui a un stock énorme d'illustrés de l'époque. Et donc il m'a ouvert ses portes très gentiment et j'ai pu avoir pas mal de documentation sur les costumes. Et puis après, il y a aussi pas mal de recherches sur Internet pour trouver les bons éléments, les calèches, les théâtres, enfin tous les objets en fait de la vie quotidienne également. Chaque image avait son lot de documentation. Cette BD a une autre particularité puisqu'elle intègre 2 CD audio. Celle-ci est d'ailleurs disponible chez les disquaires et les libraires. On voit les deux en fait, des BD-philes y aller pour la présence des disques et parfois des amateurs de disques qui viennent et qui sont amenés à lire les BD présentes. Il marche peut-être plus dans les grandes surfaces culturelles, ça c'est ce qu'on constate. On a parfois rencontré quelques succès de librairie, donc j'espère que Tchaïkovski rencontrera le même succès. Comme l'an passé, l'auteur Steph rencontrera son public à l'occasion de Saint-Parent-au-Livre qui se déroule ce week-end. Voilà, et le 6e salon Saint-Parent-au-Livre devrait accueillir 3000 visiteurs ce week-end, entrée libre et gratuite à Saint-Parent-au-Tertre. On referme ce journal avec du football et le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France qui marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Il s'est déroulé au siège de la Maison du Sport français à midi. 2 équipes auboises sont concernées. Les Stags se rendra sur la pelouse de l'Étoile sportive de Noyer, club de DHR de la Vienne, commune de 2731 habitants précisément. Noyer-Maupertuis est situé dans la banlieue de Poitiers. La rencontre devrait se dérouler au stade de la Pépinière. Elle aura lieu samedi 19 ou dimanche 20 novembre. Et puis, autre club, le RCSC, vous le voyez à l'image, La Chapelle-Saint-Luc. Il se déplacera à Villers-Outreau, leader invaincu d'excellence du district de l'Escaut, Ligue du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. Demain, Damien Ardois aux commandes du JT. Très belle soirée à tous. À très bientôt.